Donc, voilà, je suis contente de... Alors, je suis contente, je suis passée par tout un état émotionnel. Je suis passée par une forme de trac assez fort qui s'est transformée là, à l'instant, en envie de partager avec vous. Parce que dans le phosphore, et ça, c'est vraiment l'intention que j'ai envie de poser, c'est l'intention de partager avec vous quelques réflexions autour de la diversité, l'inclusion et l'organisation future du travail. Et donc, ce n'est pas un concept, pas un outil qui est sorti de mon chapeau, mais plutôt effectivement des réflexions que j'ai aussi envie de partager et puis d'écouter ce que de votre côté, ce que ça vous inspire et des réflexions de votre côté. Ensuite, je vous proposerai un temps d'échange, de partage en sous-groupe, donc un temps d'exploration parce que les phosphores, l'intention, c'est vraiment d'explorer ensemble et peut-être après d'élargir l'horizon, d'avoir des prises de conscience, d'avoir quelques pistes qui peuvent enrichir notre pratique. Voilà, ou la guider ou autre chose. Voilà, donc ces intentions-là, c'est effectivement de partage et d'exploration. Et je vais essayer encore de gagner un peu de temps avant que peut-être d'autres personnes puissent se connecter. Parce que je vois en effet des personnes que je connais, certaines d'entre vous très bien, et d'autres personnes que je découvre. Et donc, je vais me présenter rapidement, mais en tout cas en dire suffisamment pour qu'aussi ce que je vous propose de partager ce soir, ça fasse sens. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes que je n'ai jamais croisées. Et voilà. Donc, moi, je m'appelle Michaela Brill. Je suis allemande qui a gardé son passeport allemand depuis 25 ans que je vis en France. Voilà. Donc, ça parle de l'importance des racines. Et j'ai la chance, et je dis vraiment la chance d'accompagner depuis plus de 10 ans maintenant, la transformation, ce qu'on dit, la transformation des hommes, des femmes et des équipes et des organisations. Et en fait, ce qui me motive toujours, ce qui m'a motivée depuis toujours, c'est de créer des lieux, alors des environnements de travail, où chacun puisse s'exprimer tel qu'il est, dans toute son authenticité. Et là, on va retrouver la notion de la diversité, de l'inclusion. Parce que cette notion et puis exprimer ses talents. Donc, il y a pour moi quelque chose, et on va en parler, je vais partager ça avec vous, une notion qui m'est très chère, en fait, c'est aussi la notion de liberté. Voilà, et je viens de faire un débrief suite à un séminaire avec un PDG, et il a aussi parlé de liberté. Donc, en d'autres termes, de permettre de créer des organisations où chacun et chacune puisse piloter ses missions, son job et in fine sa vie. Il y a cette jolie phrase, être capitaine de sa destinée, d'un homme que j'admire beaucoup, qui était à l'époque mon personnage symbolique quand j'ai commencé les fondamentaux, et j'en me souviens encore parce que ça date quand même. Et donc, il y a effectivement cette notion de liberté. Et cette notion aussi, comment je peux exprimer ma liberté au sein d'une organisation et comment l'organisation peut créer des conditions pour que chacun puisse être libre. Et c'est de ça dont on parlera ce soir, avec peut-être des enjeux particuliers dans un contexte qui est quand même assez inédit.
Et en tout cas, moi, ça m'a toujours guidée. Et c'est ça qui m'a donné envie de, en à peu près 2008, 2009, de me lancer dans le coaching, de commencer ma formation de coach. Parce qu'à l'époque, j'étais directrice de communication chez PSA. Et cette ambition, cette envie, donc je m'occupais notamment de la communication interne, et cette envie de créer ou de vivre, d'évoluer dans un lieu où chacun puisse vraiment exprimer pleinement ses talents et être libre dans le pilotage de ses missions, mais je ne l'ai pas toujours trouvé. Je n'ai pas toujours trouvé, et donc ça m'a donné envie d'accompagner pour créer ça. Et que chacun puisse, même au sein d'un collectif, incarner ce qu'il a envie d'être. Je suis aussi, depuis presque 2 ans, 1 an et demi, je dirige la partie école d'International Mosaïque. Parce que pour créer ces lieux, il me semble que nous avons besoin de personnes pour accompagner les organisations. Et je pense que c'est ça qui nous réunit ce soir. Et peut-être ce que j'ai partagé sur ma motivation, peut-être ça résonne pour certains d'entre vous. Et donc, effectivement, la vocation de l'école, c'est de former des gens encore et encore pour accompagner ça. Et dans le sens de accompagner pour que chacun puisse être libre à être et à devenir ce qu'il souhaite être et devenir. J'ai plus récemment ajouté une corde à mon arc qui une posture à mon arc aussi, qui est celle de la gestalt thérapeute. Voilà, pour aussi à titre individuel accompagner des gens, des personnes à être libres de devenir et d'être ce qu'ils sont, y compris au sein d'un collectif. Voilà, donc c'est quelques mots sur moi et qui je suis, ce qui m'anime. Et j'ai juste envie de réitérer ma demande de mettre, si c'est possible, vos caméras, parce que je trouve ça plus sympa de regarder le visage. Voilà, merci Nathalie, même si effectivement après, derrière le masque. Mais en tout cas, c'est chouette si vous pouvez. Voilà, parce que c'est plus convivial. Alors, donc, je vous ai donné mon intention. Je me suis présentée. Et maintenant, pourquoi ce phosphore sur cette thématique-là? Alors, nous fêtons bientôt nos 30 ans. Et à l'occasion de la fête de nos 30 ans, Danielle Darmoni, donc la fondatrice d'International Mosaïque que vous connaissez, je pense, tous, nous a demandé à certains d'entre nous, en fait à nous, à l'équipe, d'écrire un article pour un livre que nous allons éditer à l'occasion de ces 30 ans. Et ce livre, la thématique de ce livre, c'était alors quid des 30 prochaines années. C'est quoi les enjeux des organisations pendant ces 30 prochaines années? Et donc, moi, j'aime beaucoup écrire. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai envie de contribuer à ce livre. Et sur quoi je vais écrire? Et là, j'ai eu un grand blanc parce que je ne savais pas. Et en même temps, comme parfois dans la vie, est arrivé dans ma vie une demande d'une organisation, enfin d'une business unit, d'accompagnement alors d'abord, il y avait un vrai enjeu de célébrer une forme de welcome back, parce que dans cette organisation, ça faisait 1 an et demi que tout le monde était au télétravail. Et il y avait un vrai enjeu de restaurer les liens de confiance, de restaurer les liens tout court, de se reconnecter avec plus large, une demande plus large
réfléchir ensemble sur l'organisation future de travail dans cette organisation et dans ce contexte-là. Après, ce qu'on appelle la crise. Et donc, les deux ensemble ont fait que je me suis dit, tiens, et si j'écrivais sur ça? Il y a peut-être quand même quelque chose à regarder de ce côté-là et quelque chose qui se joue pour les organisations que nous accompagnons et les aides dans les organisations aujourd'hui. Alors, vous savez aussi que le mot crise est en fait un chemin de bifurcation. Dans le terme crise, alors c'est comme ça dans la langue grecque, dans la langue, je crois que c'est le mandarin, la crise, c'est un danger, mais c'est aussi une opportunité. Alors, et donc quand on parle des crises, moi ce qui me vient tout de suite, c'est une des lois du vivant, que vous connaissez tous aussi, je pense, qui est le tout est juste. Alors, le tout est juste m'a toujours beaucoup parlé. Et quand j'ai fait mon MBC, mon témoignage portait sur le tout est juste. Le tout est juste parce qu'il y a des choses qui arrivent. On n'a pas envie qu'elles arrivent. Et il me semble aussi dans nos accompagnements de coach ou de leader coach, c'est souvent un enjeu, c'est-à-dire comment je fais de ce qui m'arrive et de ce que je n'ai pas envie qu'il m'arrive une opportunité. Et donc de changer l'angle de vue par rapport à ça. Et je me souviens très bien, et de mémoire, c'était le 17 mars 2020. Alors, on était chez Mosaïque, enfin chez International Mosaïque, et il y avait une ambiance, en tout cas, moi, j'ai vécu ça comme une ambiance de fin du monde. En tout cas, c'était la fin d'un monde. On était dans nos bureaux, on ramassait le minimum dont on avait besoin, ce dont on avait besoin, pour aller rentrer chez nous pour une durée indéterminée. Et puis après, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant des semaines et des semaines, on ne voyait plus de voitures dans la rue, on ne voyait plus personne dans la rue. Et ce jour-là, franchement, je trouvais ça très glauque. En tout cas, je me sens bien encore. En plus, je n'en savais pas à l'époque combien de temps ça allait durer. Et depuis, on vit quand même une espèce de stop and go, voilà, on reprend et on ne reprend pas, etc. Et donc, c'est ça aussi la crise. Et donc, cette crise, comment on fait une opportunité et donc, plus concrètement, dans le monde du travail, ça peut être aussi réinventer une partie du travail et de notre rapport au travail. Et donc, par rapport à ce que je vous propose d'explorer ce soir avec moi, c'est deux questions. Quels sont aujourd'hui les défis pour les organisations et leurs leaders? Et comment on peut accompagner ça dans une posture de coach ou de leader coach? Et j'ai préparé un premier slide avec quel est aujourd'hui le contexte, qu'est-ce qui aujourd'hui est en jeu pour les organisations. Et après, je me suis dit, pourquoi je vous montre le slide? J'ai d'abord envie de vous poser la question, pas en tant que, pas forcément tout de suite dans ce groupe, mais je suis sûre, enfin, je fais l'hypothèse que certains d'entre vous se sont déjà penchés sur cette question. Donc, voilà, qu'est-ce que vous percevez aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent pour vous dans ce contexte aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez est nouveau ou différent, ou voire c'est renforcé? Et aussi peut-être dans votre métier, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous partage sur la situation? J'ai plutôt envie de vous laisser vous exprimer. On le fait dans le chat ou à l'oral? Ah non, Céline, je veux bien que tu parles.
Ok, alors je me lance parce que moi, c'est un sujet Vas-y, vas-y. qui m'a Alors, je ne vais pas énormément demander à intéressée. tout le monde, hein, parce que sinon, voilà, mais j'aime bien envie de vous entendre plutôt que de vous projeter un slide, même si j'ai un slide. Ouais, moi, c'est un sujet qui m'a énormément intéressée parce que j'ai senti la transition depuis quelques temps. Et au début, c'était beaucoup sur l'avènement des soft skills. On commençait beaucoup à parler des soft skills, du savoir-être, de comment on gère les émotions, les relations avec ses collègues, avec ses collaborateurs, etc. Et petit à petit, ça a évolué vers, je trouve, au-delà de nouvelles compétences à acquérir, il y avait un besoin de sens dans ce qu'on faisait, quel est le sens de l'activité de mon entreprise et quel est le sens de mon travail à moi là-dedans et quel est le sens de mon travail dans ma vie au sein de tous mes différents domaines de vie. Et du coup, est-ce que mon travail ne prend pas trop de place là-dedans et est-ce que on ne met pas trop de gravité dans ce qui se passe par rapport, par rapport à ce que ça signifie vraiment, quoi. Et c'est ce que j'entends beaucoup en fait dans mes clients, chez mes clients et côté manager, c'est vrai que du coup ils ont énormément de mal à motiver les équipes à faire en sorte qu'ils trouvent des solutions qui se dépassent, comme avant, quoi. Ouais, je partage. Et merci Céline pour d'ouvrir ce débat. Est-ce qu'il y a des sons de cloche complémentaires, supplémentaires? Bonjour Michaela. Moi je voulais Bonjour parler Martine. d'un film que j'ai vu dimanche qui s'appelle Un autre monde et que je vous invite à aller voir parce que au-delà du fait que moi par moment j'ai eu envie de vomir pendant le film en le regardant parce que même s'il y a il y a de la caricature je pense, mais en même temps c'est quand même révélateur du monde qui existe et du monde dans lequel je veux plus vivre moi, c'est-à-dire je veux un monde plus apaisé, moins conflictuel. Voilà, maintenant, on n'y arrivera peut-être pas d'un claquement de doigts, mais si on se met en marche à plusieurs, peut-être qu'on a un peu de chance de faire changer quelque chose. C'est ça mon idée. Et mon idéal. J'en ai beaucoup entendu parler de ce film, je ne l'ai pas encore vu, mais je crois que c'est... Merci. Alors, qui... Moi, je veux bien. Oui. Je rajouterais sur ce que Céline a exprimé, l'avènement des nouvelles générations également. Et ce qu'elles attendent, non seulement des managers, mais enfin, ils nous challenge quand même dans leur façon d'approcher le travail et dans le sens qu'ils donnent et surtout l'inspiration qu'ils peuvent trouver à s'engager de manière durable. Bon, voilà, une observation au quotidien. Ils ont moins peur de l'incertitude. Oui, puis s'ils en ont marre, ils partent, il n'y a pas de souci. Ah oui, j'en vois même dans notre salle virtuelle qui n'ont pas peur et qui partent dans d'autres pays faire des nouveaux commencements. Un dernier commentaire Ouais, moi j'ai vu des dirigeants qui ont essayé d'orchestrer cette crise en mettant du lien malgré le télétravail, mais qui se retrouvent devant des équipes qui l'ont mal vécu. Et du coup, ils ne savent pas trop quoi faire en fait. Ils disent, mais pourtant on a essayé de bien gérer, mais c'est pas aussi simple que ça la reprise. C'est pas si simple que ça. Et effectivement, les vécus sont multiples et différents. J'ai un tout petit partage à faire parce qu'il vient de me frapper. J'accompagne une structure qui fait de la formation et parce qu'elle avait mis sur ses programmes l'ouverture, parce qu'on est dans la diversité, à hommes, femmes et autres, a accueilli 3 transgenres dans une promotion. Donc, j'en avais déjà accueilli en RH, mais là, je me dis c'est un signe, quoi.
c'est quelque chose qui est nouveau, qui est plus affiché, même si en France, on régresse complètement sur le sujet. Mais voilà, petit point de diversité qui vient de me marquer. Ouais, diversité, là, j'entends plutôt une autorisation. Hein. Qui donne Véronique? J'ai entendu. Oui, moi, j'avais une question aussi éventuelle, si suite à cette crise qu'on a tous traversée, est-ce qu'on n'a pas individuellement changé? Donc, parce qu'on parle du collectif, mais à la base, est-ce qu'individuellement, il n'y a pas eu des changements? Ouais, et ça me fait faire le lien aussi avec ce que tout à l'heure a été nommé par Céline sur le sens individuel et la place que le travail prend. Et au-delà de ça, comment on a changé? Oui. Farida, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, en écoutant les dernières personnes, je me suis souvenue de quelque chose que je souhaitais partager. C'est aussi de faire preuve de vulnérabilité, cette chose nouvelle auquel nous sommes confrontés. Comme les managers, comme les managers, c'est un peu quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose auquel on a dû tous faire face. Et souvent, les personnes attendent de leurs managers qu'ils aient des solutions, mais face à quelque chose qui est complètement nouveau, finalement, faire preuve de vulnérabilité et développer sa vulnérabilité, oser dire oui, ben, moi aussi, je suis perdue, moi aussi, je ne sais pas, a beaucoup aidé. Et finalement, et du coup, c'est une forme d'ouverture d'aller chercher des solutions ensemble et puis attendre que les solutions arrivent d'en haut. Et finalement, développer cette compétence, ou je ne sais pas comment on peut appeler, ce soft skills d'oser dire, je ne sais pas, comme vous, voilà. Et finalement, il y a eu beaucoup de détresse à la fois de ces métiers de manager et des métiers RH aussi, hein, qui ont eu finalement de front à affronter toute cette misère, entre guillemets, des difficultés entre les décès. La première vague a été quand même très compliquée à gérer. Hein. Donc, voilà, c'est ce que je souhaitais partager, faire preuve de vulnérabilité et oser dire. Merci Farida, et je trouve ça intéressant parce que c'est presque quelque chose qu'on pourrait déjà mettre dans la deuxième partie sur c'est quoi maintenant les besoins et qu'est-ce qui a changé, parce que ce que tu dis, c'est très juste, et ce que j'ai entendu, alors je vous ai parlé de cette organisation qu'on a accompagnée, pas tout à fait jusqu'au bout, et ça c'est très intéressant parce que je réinvente jusqu'où est-ce que je suis prêt à remettre en question et à laisser partir certaines choses. Mais en tout cas, dans ces interviews que nous avons fait auprès de toute l'équipe managériale qui était assez grande, ou même de 2 équipes, c'est ce que j'ai entendu, c'est-à-dire cette autorisation aussi à montrer sa vulnérabilité et du coup à avoir des relations d'une qualité différente et d'une tonalité différente. Et ça, c'est certainement quelque chose à garder. Moi, j'ai envie de partager avec vous, et je pense que c'est très en lien avec ce qui a été dit. Et maintenant, je fais ma tentative de travailler avec les 2 écrans. Je fais mon prototype. Effectivement, juste pour formaliser peut-être formaliser un petit peu ce contexte crise post-crise, parce qu'on ne sait pas tout à fait si on en est vraiment sorti. Hein. Je pense que de façon assez objective, il y a eu un coup de pouce pour le télétravail. Ça, c'est indéniable. Et d'ailleurs, la France était très en retard sur cette notion de télétravail. Et le télétravail a été forcé. Et donc, dans la lignée de la transformation digitale, les gens ont compris que c'était possible. Au point aujourd'hui, ça fait presque partie des conventions dans les entreprises où ça fait partie de ce qui est inclus. Parce que, et ça rejoint, Philippe, de ce que tu as dit tout à l'heure, les vécus, alors je ne suis pas dans l'ordre, mais ce n'est pas grave, les vécus de cette période de distance étaient très hétérogènes. Tant que pour certains,
C'était une vraie aubaine. Moi, j'ai parlé avec des gens, ils se sont mis au vert, ils ont travaillé dans des cadres beaucoup plus écologiques pour eux qu'auparavant, avec c'est génial, je déjeune avec ma famille, je récupère les enfants à l'école, donc c'est formidable. D'autres, au contraire, qui ont vécu une vraie souffrance. Hier, j'avais, pour le coup, c'était une patiente qui me disait, mais ma vie sociale, c'est mon entreprise. Et quand je suis loin, d'un coup, j'ai plus de vie sociale. Et si en plus, le soir, on n'a pas le droit de sortir. Donc voilà, c'était des vécus plutôt très difficiles. Et aujourd'hui, me semble-t-il, les organisations, par rapport à ce qui se joue là sur comment on travaille, est-ce qu'on est tous en présentiel, est-ce qu'on est à distance, il faut prendre en compte ces envies et ces vécus très hétérogènes de comment j'aborde ça. Ensuite, il y a effectivement une incertitude accrue. Alors ça, ce n'est pas encore été dit, mais peut-être dans la notion de vulnérabilité, je n'ai pas des réponses. Il y a toujours quelque chose où, il y a 10 ans, 20 ans, on faisait le changement de la conduite du changement d'un point A à un point B. Aujourd'hui, on est plutôt sur quelque chose qui évolue en permanence. Hein. De là, tout évolue. Mais il me semble que l'incertitude est encore plus forte aujourd'hui avec cette crise qui n'était peut-être pas un signe noir, non, mais qui quand même a réduit sensiblement la visibilité dans laquelle je navigue. Et j'ai envie de partager avec vous une citation d'Edgar Morin qui disait en avril 2020 « Nous essayons de nous entourer d'un maximum de certitudes, mais vivre, c'est naviguer dans une mer d'incertitudes. » À travers des îlots et des archipels, des certitudes sur lesquelles on se ravitaille. Et voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, j'ai trouvé ça extrêmement parlant quand j'ai lu ça. Et un phénomène qui est assez récent, hier, on en a parlé en réunion, c'était le Big Quit. Alors, le Big Quit nous vient des États-Unis et en France, le phénomène n'est pas aussi fort qu'aux États-Unis, mais il y a quand même quelques chiffres que j'ai envie de partager avec vous parce qu'il me semble qu'il y a... Pas encore, mais à mon avis, ça va arriver. Hein. On n'est pas loin, oui, ça. Donc, voilà, 300 000 départs en 2 mois. Avec, si on compte rupture conventionnelle, on n'est pas loin des 400 000 personnes qui, entre juin et juillet, ont quitté leur emploi. Et avec des CDI. Oui, mais on ne compte pas les burn-out qui ont doublé. Alors, on ne compte pas les burn-out, et c'est très juste ce que tu dis, parce que là, on parle de départ, et puis il y en a aussi qui restent, mais qui restent et qui souffrent, et peut-être qui souffrent jusqu'à ce qu'ils en puissent plus. Hein. Donc, effectivement, quand on parle tout à l'heure comment donner envie, voilà, il y a ça en tout cas. Moi, je trouvais ça assez intéressant et c'est tout à fait conforme avec ce que j'entends. Hein. Les personnes qui ont des difficultés à recruter ou à retenir les talents. Hein, et il me semble que ça fait partie des enjeux, des défis, par rapport à une tendance. Et tout à l'heure, quelqu'un, je ne sais plus qui c'était, parlait des jeunes générations qui n'ont plus peur de partir. Donc, aux États-Unis, le chiffre est vraiment impressionnant parce qu'il y avait 38 millions de personnes qui apparemment ont quitté leur travail en 2021 et peut-être quittent un symbole d'un travail en véritable mutation. Ce qui est d'autant plus marquant chez eux qu'ils n'ont pas la sécurité des indemnités chômage et qui cumulent plusieurs emplois. Donc, c'est très fort. Oui, mais oui. En fait, j'ai lu un article. Compliqué de retrouver en ce moment. Ouais. J'ai lu un article dans le Financial Times. C'est ça qui est particulier. Ouais. L'un après l'autre. Céline, tu as François ? Oui, pardon. J'y vais. Il y a un article dans le Financial Times, je crois que j'ai lu ce week-end, qui disait qu'en fait, il y avait un paradoxe entre le fait que quand on regarde tous les gens qui quittent leur job aux US, c'est des jobs qui sont à faible qualification
c'est les gens qui sont le moins bien payés, qui travaillent dans les conditions les plus difficiles qui soient par rapport aux gens qui travaillent dans les bureaux, etc. Et pourtant, donc on dit que c'est des jobs qui sont mal payés et pourtant, c'était les jobs qui étaient considérés comme nécessaires pendant la pandémie, enfin pendant le confinement. Et donc, c'était les seules personnes qui sortaient de chez elles pour travailler. Et finalement, c'est eux qui prenaient le plus de risques et pourtant c'est eux qui sont moins payés. Et donc, c'est ce rapport entre risque et bénéfice qui n'a plus de sens, en fait. Et c'est ça aussi qu'il y a à réfléchir, quoi. Et à voir si en France, il y a les mêmes profils. Parce que c'est aussi des... Jean-François, merci Céline. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Je disais juste qu'il n'y a effectivement pas d'indemnité chômage aux États-Unis, mais la possibilité de retrouver le lendemain est assez élevée. Ouais. C'est aussi ça qui leur permet, puisqu'ils sont au niveau du chômage structurel là-bas. Donc, oui, voilà, c'est vrai. Il y a plus de facilité. En tout cas, moi, je trouve ces chiffres. Oui. Ce que je pointais avec ce que disait Jean-François, c'est que la particularité actuelle, c'est qu'ils ne retournent pas tout de suite chercher du travail. Ça correspond à une latence. C'est ça qui est notoire. Ouais. Même s'il y a la possibilité, j'entends. Et c'est la même chose en France. Alors, justement, c'est une transition parce que je suis tombée sur une citation. Alors, il y avait plein d'articles. Je veux dire, Korn Ferry, ils ont publié des choses. On en parle quand même pas mal. Mais je suis tombée sur une citation dans un magazine que je ne lis pas forcément, mais d'une personne, c'était Psychologie Magazine, qui en fait tout un article sur effectivement ce phénomène de départ. Je serais restée si j'avais pu obtenir plus de télétravail et m'installer à la montagne. Si j'ai démissionné sans rien derrière, c'était pour me forcer à avancer, déclencher l'action et ne pas rester dans cette bulle pesante pour moi encore longtemps à me dire je le ferai le lendemain. Et donc là, il y a effectivement, me semble-t-il, un vrai défi par rapport aux attentes qui ont peut-être évolué. Alors, je ne sais pas si ça rejoint aussi chaque individu qui s'est transformé, en tout cas qui a évolué. Mais dans ce qui est dans les attentes, en tout cas ce que moi je perçois, il me semble que c'est assez cohérent aussi avec ce que j'ai entendu et je veux bien qu'on ajoute ensemble. C'est effectivement par rapport à cette organisation future du travail, les attentes qui sont effectivement un meilleur équilibre vie perso, vie pro. Et il me semble que c'est là aussi, de qui on parle. L'idée, ce n'est pas uniquement de parler des happy few cadres sup, mais peut-être d'une population plus importante. Et en ça, je trouve ça quand même intéressant ce que tu dis, Céline, sur des postes qui ne sont pas forcément les happy few à bac plus 10. Une qualité de vie au travail, c'est vraiment, et puis d'ailleurs, je trouve aussi intéressant que dans un certain nombre d'entreprises aujourd'hui, il y a cette fonction qui est là. Pour une vraie santé psychologique et physique, Anne, tu disais, tu parlais effectivement des burn-out, et quelque chose qui me semble tourner autour du sens. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément entendu. Il faut se repencher sur c'est quoi le sens, à quoi je contribue et à quoi ça sert. Ouais. Peut-être aussi parce que, mine de rien, une crise où, au moins pendant le premier confinement, la mort était quand même très mise en scène, nous a mis aussi face à une forme de fragilité et de dire, OK, la vie, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est vraiment important? Et je dirais aussi, globalement, pour reprendre tous tes mots, c'est d'aller chercher un alignement. Alors, pour moi, c'est mon prisme parce que j'accompagne beaucoup ça, mais d'aller chercher un alignement intérieur. Et tu dis, ils ont peut-être évolué ou pas, ou ils sont en train de sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste et qui re-questionne. Et quelquefois, sans avoir la réponse immédiate. Mais il y a une recherche d'alignement. Oui, vas-y, Jean-François. Non, c'est Abderrahmane. Ah, excuse-moi. Non, je t'en prie. J'entendais une voix masculine. En fait, il y a aussi cette notion de refuser la souffrance au travail.
Auparavant, on l'acceptait, mais là, on est vraiment dans le refus de cette souffrance au travail et elle est exprimée. J'en ai pour preuve l'expérience que je vis en ce moment dans un service où les personnes ont exprimé comment dire, cette souffrance, l'ont refusée et les managers ils se sont retrouvés un peu démunis face à ça puisqu'on a horreur de la souffrance des personnes déjà et puis on ne sait pas comment la gérer. Et du coup, ces managers, ils étaient dans justement d'abord la mission et ensuite la relation. Et le fait d'être obligé d'inverser justement pour quelque part créer ce lien important que les personnes recherchent, eh ben, ils se retrouvent un peu démunis et ils ne savent pas faire. Et quelque part, nous, on est là pour les accompagner. C'est ça. Et ça nous amène aussi, merci beaucoup, dans voilà, tout ce qui va émerger comme besoin et potentiellement comme demande pour les coachs. Moi, ce qui me semblait, avant d'aller sur cette partie-là, ce que j'avais encore envie de partager, parce qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de voilà, termes qui quand on parle de l'équilibre, et puis cette notion du « je » et du « nous ». Hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup entendu, notamment aussi à travers cette organisation, cette entreprise que nous avons accompagnée, sur l'individu et le collectif. Et il y a, me semble, peut-être quelque chose à réarticuler autour de cette notion, parce que clairement, si je suis beaucoup chez moi, il y a aussi des gens qui ont appris, réappris, apprécié une forme alors d'autonomie. Alors ça, c'est le mot qui m'est venu, hein, et là on est plutôt sur le jeu, voilà, avec je sais faire et j'ai réussi et je jubile, et surtout je n'ai plus mon micromanager sur le dos qui me raconte tout le temps ce qu'il faut faire, et voilà, et je savoure cette forme de liberté. D'ailleurs, ce que je trouve, alors là je parle c'est mon deuxième mot, et j'ai aussi entendu, alors toujours dans les interviews, pas mal de managers qui m'ont dit, mais ils étaient extrêmement positivement surpris de l'implication de leurs équipes et c'est pas du tout je suis chez moi, je glande, ou cette croyance très forte de seul celui qui est à son poste de travail travaille. Et donc, il me semble que dans tout ce qui est là, dans ce contexte actuel très présent, c'est la notion de l'autonomie, la notion de la liberté. Alors, on va pas faire un... Et la liberté, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui m'a toujours beaucoup touchée. D'ailleurs, la liberté, on parlait des jeunes générations, et je vais faire le pont avec la notion de l'inclusion, parce que c'est ça, la liberté d'être, la liberté d'agir. Bon, on ne va pas tomber dans enfin, ce n'est pas le lieu ici d'aller sur un débat de société, mais il me semble que de toute façon, c'est, comme on dit en Gestalt, c'est dans le champ, la liberté de s'exprimer et d'être aussi en entreprise, et peut-être un peu renforcée aussi par rapport à des temps où j'étais pas mal aussi en autonomie et en liberté de le faire. Alors, peut-être dans le titre du phosphore, il y avait aussi cette notion de diversité et d'inclusion. Alors, c'est quoi le lien qu'on fait entre la notion de liberté et la notion d'inclusion? Et là, je parle de mon avis, et encore une fois, je suis contente d'avoir vos réactions, parce qu'il me semble qu'un des enjeux majeurs, là, c'est comment, justement, l'organisation de demain offre à chacun la possibilité à être
tel qu'il est, avec son background à lui, son fonctionnement à lui et sa façon d'organiser le travail. Et là, on est sur une notion de diversité et inclusion. Bon, je trouvais ça sympa de partager avec vous cette image de la forêt, parce que pour moi, la forêt, elle symbolise bien la magie de la diversité et comment les différentes espèces travaillent. Non, ils ne travaillent pas. Ils fonctionnent et ils sont vivants ensemble. Mais il y a autre chose qui m'a, dans mes réflexions, qui m'a interpellée, c'est quand on parle d'inclusion, c'est quoi l'inclusion? Et on peut dire l'inclusion, c'est le contraire de l'exclusion. Et c'est vrai que c'est assez schématique, hein. On est dans un moule, alors voilà, et donc là, on est inclus, ou sinon, on n'y est pas, on est exclu. Mais, et ça, j'ai envie de vous partager ce slide-là, il y a encore autre chose entre les deux, entre l'exclusion et l'inclusion. Et ça m'intéresserait de savoir comment vous réagissez à ce slide, si vous avez envie. C'est Jean-François. Qu'est-ce qu'on entend par séparation? C'est ça, tu nous questionnes là-dessus ou pas? Moi, je trouvais ça intéressant de regarder, OK, il y a la notion d'inclusion, la notion d'exclusion. Hein, enfin, ça rejoint le groupe in-group, out-group. Hein, tu es dedans ou tu es dehors. Et la séparation, elle est un peu différente parce que ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas dans le moule, on va les mettre dans un autre. Ah, c'est pas eux qui choisissent de se mettre. C'est pas eux qui choisissent de se mettre entre eux. Ça, c'est une excellente question, peut-être, c'est ça aussi. C'est peut-être ça aussi. Effectivement, c'est une bonne question. Et puis, parfois, il y a aussi une notion d'intégration ou peut-être au sein de oups, excusez-moi, au sein d'un ensemble, on intègre un groupe, mais ils sont dans leur bulle. Voilà. En tout cas, moi, je trouvais ça intéressant quand on parle d'inclusion. L'idée, c'est ce qu'on cherche, c'est vraiment un peu ce que tu disais, Anne, c'est on présente et chacun est vraiment pleinement inclus et pas un cercle dans un cercle. Je trouve qu'il y a également entre inclusion et exclusion une exclusion qui ne dit pas son nom, qui est une sorte d'indifférence, de négation. La fameuse stratégie quand on veut se séparer de quelqu'un, on lui envoie plus de mail, voilà, ce truc où on a l'impression de ne pas être, que les gens vous tournent le dos, mais on ne vous dit rien, on ne vous dit pas c'est fini, on ne vous dit pas et ça existe encore. Enfin, malheureusement, je le vis avec quelqu'un que j'accompagne justement, et voilà, tu sais pas ce qui va t'arriver. Ouais, qui n'est pas clairement dit, Juste pour le débat contradictoire, je trouve qu'il y a aussi peut-être un schéma qu'on pourrait rajouter qui serait à mi-chemin entre intégration et inclusion, qui est dans l'intégration ce petit cercle, mais j'allais dire en pointillé. Ouais. C'est-à-dire que marre aussi d'avoir cette obligation de discuter tout le temps avec tout le monde et de tenir compte des avis de tous, parce qu'il y a aussi un biais cognitif dans l'intelligence collective, c'est que des fois, on dit à des gens, allez-y, réfléchissez aux problèmes, vous êtes entre vous, mais en fait, comme ils ne savent rien, ils ne peuvent pas prendre des bonnes décisions, mais comme ils sont en collectif, ils ont l'illusion qu'ils vont avoir la bonne décision. Je ne sais pas si je suis clair. Et qu'on a le droit aussi, avec ces petits pointillés dont je parle, de s'isoler, de rendre quand même ce cercle perméable, et après de réfléchir entre nous. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. On n'est pas tout le temps obligé d'être tout le temps ensemble, quoi. Comment? On n'est pas tout le temps obligé d'être tout le temps ensemble pour avoir la bonne solution. On peut faire des allers-retours avec un collectif, se revoir entre nous et faire des allers-retours pour se nourrir.
Ça me paraît, oui, ça me paraît très pertinent, c'est-à-dire de temps en temps de se mettre, mais moi j'aurais plutôt ça, de se mettre dans ce cercle et après de le rouvrir. C'est pour ça que je parlais de pointillé. Ouais. Comme un mouvement de respiration, en fait. Ouais. Disons que ça revient aussi à ce qu'il faut tous toujours être dans la décision ensemble. Mais là, c'est déjà de voir comment je prends en compte. Et après, il y a certainement des questions qui se posent justement par rapport à ces nouvelles formes de travail. Parce que quand on parle d'inclusion, peut-être une question à poser aussi, c'est quoi l'inclusion? Qu'est-ce que je voulais vous montrer ça. C'est-à-dire, il y a aussi dans la notion d'inclusion, traditionnellement, on avait une catégorie, la catégorisation de qui est-ce qu'on a envie d'inclure, ou dans la catégorie de différence ou de diversité, on parle de quoi en fait. Et là, il me semble que là, on a traditionnellement, on parle de différences culturelles, cultures différentes, âges différents, genres différents. Ça, c'est des choses qui ont déjà été évoquées là tout à l'heure d'ailleurs, sur la jeune génération, comment j'inclus les jeunes générations, voilà, tout le débat sur les femmes, les leaders femmes, les femmes dans les comités de direction. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà, me semble-t-il, quand on parle d'inclusion, qui a déjà commencé à être prise en compte. Ensuite, on a beaucoup parlé aussi, quand on parle d'inclusion, des fonctionnements différents ou des profils alors dits atypiques. Par exemple, les fameux zèbres ou des hypersensibles, comment aujourd'hui on peut plutôt que les éjecter. Alors, tu parlais tout à l'heure de personnes que tu accompagnes, Jean-François. Moi, j'ai beaucoup de ce type de profil et qui sont plutôt soit des électrons libres dans un collectif, jusqu'à ce que souvent ils sortent ou on les sort parce qu'ils sont assez inconfortables. Donc, ils peuvent l'être. En tout cas, ils sont plutôt dans le challenge. Et puis, traditionnellement, depuis un certain temps, on parle aussi des MBTI, etc. Enfin, voilà. Donc, déjà là, comment inclure tout le monde? Et il me semble, avec ce qu'on vit depuis 2 ans, il y a maintenant un autre enjeu d'inclusion qui est des organisations de travail différentes. Et ça nous amène justement sur comment je mets ensemble quelqu'un qui dit « Moi, j'ai envie de m'installer à la montagne et de travailler 4 jours par semaine de chez moi parce que ça me va très bien et ça me convient parfaitement », avec des gens qui disent « Non, moi, j'ai envie d'être là tous les jours parce que sinon, je suis seule chez moi. » Alors, en fait, moi, j'ai une question. Enfin, j'ai une objection. Je voudrais prendre la parole du patron, quelque part, qui peut avoir aussi des actionnaires et donc qui a une obligation de résultat et de croissance, qui a une entreprise qui a l'activité qu'elle peut avoir, voilà, sans jugement aucun. Mais du coup, il y a quand même un job qui doit être fait et il doit être fait, quoi. Donc, quelque part, est-ce que, jusqu'où on fait le grand écart, en fait? Non, mais c'est justement, Céline, je te remercie pour cette question parce que là, on peut dire, je fais un peu l'éloge de chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre et le plus autonome possible, tous les niveaux. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'enjeu collectif? Et je pense que c'est ça que tu es en train de dire. Oui, il y a l'activité de l'entreprise parce qu'ils sont tous là quand même pour contribuer aux résultats de l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'ils contribuent? Mais comment est-ce qu'ils écoutent aussi? Comment est-ce qu'ils contribuent vraiment? Comment est-ce qu'on écoute les différences de chacun et les souhaits de chacun? Mais comment est-ce qu'ils contribuent eux aussi? C'est un truc donnant-donnant, quoi. C'est exactement ça. Alors, je lis aussi comment être tout ça. Donc, on est au cœur du débat, en fait. Parce que moi, j'appelle ça la danse entre le je et le nous. Et je n'ai pas la réponse, d'ailleurs. C'est ce que je vous ai dit, j'ai envie d'explorer avec vous. Parce que,
Pardon. Parce que pour moi, du coup, l'inclusion devient aussi la capacité. C'est pour ça que je pense que l'organisation future du travail, il y a une notion d'inclusion qui me paraît importante, mais peut-être là, au-delà de ce qu'on a fait jusqu'ici, mais de dire clairement aussi, enfin, dans le sens, la capacité de l'organisation à créer les conditions pour que tous les styles puissent s'articuler avec et autour de la structure collective. Parce que ça, c'est important. Et du coup, qu'est-ce que donc, dans l'organisation future du travail, on doit modifier pour que chacun, pour cette organisation donne à chacun le choix autonome de son organisation de travail jusqu'à un certain niveau, jusqu'à une certaine limite, parce que bien évidemment, il y a un enjeu fort qui est la prise en compte des enjeux collectifs. Et ça, ce n'est pas possible parce que sinon, s'il y a trop que chacun est dans cette liberté de s'organiser et d'être, c'est formidable, mais quid des enjeux collectifs. Et c'est justement là où la crête, me semble-t-il, est sensible. Et parce que je regarde le temps qui avance, et il y a une proposition, une chose que j'ai envie de partager avec vous, et puis après, peut-être, je vous laisse phosphorer en groupe, il y a la notion du cadre, parce qu'effectivement, peut-être cette liberté peut s'exprimer au sein d'un cadre ou d'une structure vivante. Ouais, moi j'avais envie d'ajouter, pour moi, dans la diversité, ce qui va évoluer beaucoup, c'est le statut. Les intrapreneurs, les entrepreneurs, enfin, toute la structure juridique va complètement exploser. Enfin. Et merci d'ajouter ça, parce que moi, à un moment donné, je mets l'hypothèse ou la question, est-ce qu'il y a un pacte individuel pour les différents salariés? En tout cas, si je m'arrête… Tu parles salarié encore. Pour moi, c'est déjà une notion qui est complètement dépassée. Et peut-être, effectivement, ça peut être aussi, en tout cas, d'un réseau de partenaires, etc. Enfin, effectivement, le futur, je pense que l'organisation future nous réserve plein de surprises. Et ce que j'avais envie de partager avec vous comme comme avant-dernier slide, parce que là, je regarde et j'ai envie aussi que vous puissiez échanger. Donc, l'organisation doit s'adapter, ça me paraît évident. Elle sera potentiellement hybride, elle doit être souple, un peu comme à l'image de notre structure vivante, et inclusive. Et donner envie. Donner envie pour justement aller dans le collectif. Et la question, pour moi, c'est aussi maintenant, comment, alors donc, donner envie, et comment elle pourrait donner envie? Quels seraient les ingrédients qui font que, un équilibre pourrait se faire entre le je et le nous, dans cette danse entre le je et le nous. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est une réflexion, un temps de phosphorer en sous-groupe, comment nous, les coachs et professionnels d'accompagnement, on peut accompagner les organisations pour faire face à ces défis et dans potentiellement la création de ces conditions qui soient suffisamment souples pour inclure chacun, mais au service d'une intention commune et d'un enjeu commun. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme approche outil-dispositif, mais aussi qu'est-ce qui est essentiel? Et là-dedans, il y a certainement certains mots qui ont déjà, en tout cas, résonné pour moi quand on parle de vulnérabilité, quand on parle de relations authentiques, etc. Donc, je vais arrêter. Si vous pouvez être juste prendre en photo pour que vous puissiez vous en souvenir. Et je vais arrêter de partager. Oui, et puis il y a aussi, Alain, que effectivement, et on a peu parlé de tous ces activités qui aujourd'hui sont difficilement faisables à distance. Il y a entre l'industrie, entre les chantiers, entre les services de proximité, il y a quand même tout un tas de choses qu'il faut prendre
qui aujourd'hui, en tout cas, les métiers qu'on ne peut pas non plus mettre à distance. Anne, tu avais la main levée. Non, ça va? OK. Est-ce que vous êtes d'accord pour réfléchir en sous-groupe et comme ça, peut-être chacun peut aussi plus facilement s'exprimer? Et donc, il y a effectivement, vous êtes un... Oups, il y a des gens qui ont dû partir. Donc, je vais vous partager en 3 sous-groupes. Normalement, tout le monde doit être de retour. Hop. Oui. Alors, je vous propose un partage et après, peut-être je vais ajouter aussi une ou deux réflexions de ma part, de notre part. Voilà, alors qui a envie de commencer? Et voilà, je disais, si on veut à peu près terminer vers 45-50, donc on va prendre 3 minutes par groupe. Et s'il y a des choses supplémentaires, vous pouvez aussi les mettre dans le chat. Comme ça, on conservera. Alors, quel groupe a envie de... Je trouvais ça intéressant parce que les thèmes étaient assez complémentaires dans les différentes salles, ce que je trouvais intéressant. Alors, qui a envie de démarrer? Allez, moi j'y vais, comme ça c'est fait. Et je me ferai accompagner par Camille et Alain. Alors, dans ce qui est essentiel, il me semble que ce que j'ai entendu, c'est la maturité, donc le désir déjà, de se pencher sur cette question, sinon ce n'est pas la peine. Ouais. Je crois qu'on n'est pas allé beaucoup plus loin là-dessus parce qu'on a pas mal débattu, discuté des approches et des outils et des dispositifs. Camille, dis-moi si je me trompe, on n'a pas dit autre chose sur l'essentiel. C'était principalement ça, je pense. Ouais. Non, mais c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà beaucoup parce que... Bon, voilà. Au niveau des outils, j'ai retenu l'approche paradoxale, comment échouer brillamment. Également la stratégie du dauphin. Les outils du conte pour travailler la résilience. Alain nous a aussi parlé de l'exercice de la feuille qui fonctionne avec un symbole et puis tout le monde se met dessus et ensuite c'est retourné. Donc ça peut travailler sur le poids, la taille, ça peut travailler sur différents éléments qui constituent chaque individu du groupe. Je crois que tu as mentionné, Camille, le village comme une modélisation, une projection concrète et expérientielle. Et puis, je crois que c'est tout ce que j'ai noté en termes d'outils. Avec 3 minutes, c'est bon? Oui, en fait, donc, ce que j'entends, c'est aussi la notion de l'anticipation. Ouais. On regarde le dauphin et aussi quelque chose autour du collectif. Et effectivement, la notion de être prêt à le faire. Donc, il y a une vraie demande à la tête et ça, je pense que ça me paraît absolument clé. Ok, merci. Alors, qui a envie de prendre la suite? Je peux prendre la suite. Moi, j'étais avec Abderrahmane, Martine et Farida. Alors, dans les grandes lignes, on n'a peut-être pas été aussi structurés, mais les choses sont venues au fur et à mesure. Donc, si jamais j'oublie des choses, n'hésitez pas à compléter. Donc, on a parlé d'abord d'un outil qui est la boussole, sur l'intention commune, travailler sur l'intention commune et une boussole qui serait co-construite et collaborative, qui permettrait de travailler en coopération, mais aussi de la co-construire et d'avancer avec. On a évoqué aussi la notion d'organisation neuronale sur le développement des organisations. On est dans des organisations pyramidales qui ont évolué sur d'autres types d'organisations et qui impactent aussi le management. Donc, dans l'intelligence collective, avec du management plus de réseau, en interne comme en externe. On a évoqué aussi le développement d'objectifs pas seulement individuels mais collectifs et qui favorise et dans un sens d'autonomie du collectif où finalement on donne la balle au collectif pour entre guillemets organiser. Alors évidemment ça présuppose aussi que chacun puisse être accompagné et pourquoi pas en individuellement et aussi dans le collectif. Et on a évoqué aussi la notion de changement du mindset, de fait,
qui est essentiel parce que c'est aussi changer ses habitudes de fonctionnement en termes de comportement, en termes de façon de penser, en termes de, je dirais même émotionnel, somatique et relationnel, social de fait aussi. Et tout ça impacte à la fois l'individu et le collectif et l'organisation et le rapport même de l'organisation avec in fine, le client. Et on a évoqué en outil aussi le reverse mentoring, où là, ce sont des managers plus âgés qui, en fait, sont mentorés par des plus jeunes qui leur donnent du feedback. Voilà. Alors, ça supposait effectivement aussi, pour ces managers plus âgés, d'accepter de rentrer dans ce processus-là. Et donc, ça nous parlait aussi, en tant que coach, de pouvoir accompagner au lâcher-prise sur l'ancien, lâcher prise sur les anciens fonctionnements qui sont dans la zone du connu et qui sont parfois aussi associés à des zones de pouvoir, bien sûr, et puis de s'ouvrir à la nouveauté et d'être sécurisé, d'être accompagné dans ce processus d'innovation, parce que parfois, liberté égale aussi insécurité. Et donc, comment accompagner cette notion à la fois de cadre, tout en y mettant du nouveau et de la sérénité. Et donc, ça nous a amené aussi à parler du coaching collectif dans ce sens-là. Et puis, un point qu'on a abordé enfin, c'était la notion de démocratisation du coaching, qui est un enjeu de développement personnel. C'est-à-dire qu'on assiste aussi au fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes, des jeunes notamment, qui n'attendent pas que ce soit l'entreprise qui leur paye un coaching, qui ont envie d'avancer et qui s'investissent, eux, dans une démarche personnelle parce que ça leur sera profitable et à eux, pour leur futur. Et bien sûr, c'est aussi profitable du coup pour le collectif. Et on faisait le constat que, notamment aux États-Unis, c'est déjà vraiment le cas. Le coaching est beaucoup plus démocratisé qu'il ne l'est en France et que probablement, ça peut être aussi une des tendances qui va se mettre en place aussi en France. Voilà tout ce qu'on a abordé. Super. J'espère que je n'ai rien oublié. Super. Non, c'est très riche et je ne peux pas rebondir sur tout, mais quand tu parles de cellules, en fait, il semble que de toute façon, accompagner toute une immense entité, ce n'est pas possible, mais créer des cellules où là, il y a un vrai pouvoir d'agir. Ça va avec le neuronal. Je trouve ça hyper intéressant. Et effectivement, toute cette question autour du laisser partir, etc. Donc, merci beaucoup. Alors, le troisième groupe, oui. Du coup, j'étais avec Stéphanie et Jean-François. Alors, nous, ce qu'on a évoqué comme étant essentiel, c'est l'exemplarité du management dans le sens d'être beaucoup plus dans l'humain, dans la sincérité, l'authenticité, la reconnaissance des équipes. Et voilà, avoir des leaders qui soient inspirants, sincères et authentiques. Ça nous a amené à parler du lien et comment concilier du coup le lien, l'humain avec la performance. Et donc diminuer la distance entre les équipes et la hiérarchie. Les outils, on a évoqué l'AMIB, on a évoqué des questionnaires qui pouvaient sonder un petit peu les gens sur quels sont les critères qui font qu'ils se sentent bien au travail. Travailler aussi autour du photomontage, avoir des moments de fun, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau des organisations, enfin des départements. Aussi le fait que la raison d'être de l'entreprise donne du sens du coup au travail, à la contribution de chacun et que ça peut contribuer donc à la motivation des collaborateurs. Et donc tout ça synthétisé dans interroger sur les besoins de chacun, donc direction et collaborateurs, et comment ces besoins peuvent être compatibles entre eux et avec les objectifs et la mission de l'entreprise. Et il nous semblait que c'était ça en fait l'enjeu de la question, quoi. Trouver un équilibre et une harmonie entre tout ça. Bien sûr. Et peut-être ce qui me vient là, avant de partager les derniers slides avec vous,
peut-être il n'y a pas une réponse unique de toute façon, et surtout, il n'y a pas une réponse une fois pour toutes, mais elle va être évolutive et ça va être sous forme de prototype. Et donc, pour que ça reste vivant et pour qu'il y ait cette structure vivante. Alors, mais je trouve ça très chouette parce que vous êtes vraiment allé très dans le détail de l'outil. Moi, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'était ça, en fait, sur la création de ces espaces relationnels authentiques, la création de liens de confiance. Donc, il y a vraiment beaucoup quelque chose sur aussi l'intelligence collective, le coaching collectif, enfin, toutes les dispositions. Voilà. Je me suis aussi posé la question sur l'impact personnalisé pour chacun, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a un type de travail. Et moi, il y a quelques années où j'ai quitté une entreprise parce qu'on m'a refusé un 4/5e à la naissance de mes enfants. Et voilà, ça, je pense que clairement, aujourd'hui, c'est compliqué de dire il y a un truc type pour tout le monde. Et pourquoi pas, il y a aussi toute cette question sur les entreprises à mission pour donner du sens. Alors, nous, on a préparé hier notre université d'été. Et j'ai envie de partager avec vous ce qui est sorti là. Et je trouve ça intéressant parce qu'on est parti d'un monde de VUCA. VUCA, on en parle depuis très longtemps. Et vers un monde VICA. Alors, c'est quoi le VICA? Vivant. C'est pas mal. On est sur la vitalité. Le I, c'est quoi? Intuitif. Pas tout à fait ça. Inclusif. Inclusif. Ah, ça aurait pu être inclusif, intuitif, et on est sur l'inspirant. Le C, ça peut être quoi? Collectif. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. On est sur la coopératif. Et la A? Autonomie. Authentique. Ouais. Action. Ah, j'adore. On est parti sur l'alliance. Mais voilà les ingrédients et ce petit jeu autour du VICA. Voilà, après, c'est effectivement comment mettre tout ça en musique. Je vous remercie beaucoup pour cet échange, pour votre participation. J'ai un dernier slide pour vous dire aussi que le prochain Phosphore, il a lieu le 16 mars et c'est Agnès Boissière qui va parler de la rencontre de la vulnérabilité. Peut-être dans le V, on peut aussi mettre le oser être vulnérable. Et nous déménageons. Donc voilà, à partir du 28 mars, nous serons rue Tilsit à Paris, 8e. Voilà. Et donc, je vous remercie. J'ai trouvé ça très inspirant, très sympa de partager avec vous ces enjeux. Forcément, c'est difficile de tout regarder en 1h30, mais au moins de générer des consciences et de voir vraiment qu'il y a quelque chose à réinventer, me semble-t-il, en tout cas. Tout à avec fait. des défis importants. Voilà, je vous souhaite une très bonne Merci, soirée. Michaela. Merci Michaela. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Ciao.